Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter mon deuxième livre. Et oui, ça y est, La féminité, chemin de sainteté, c'est mon deuxième ouvrage. Je vais vous le présenter aujourd'hui en long, en large et en travers et je suis tellement heureuse. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre soutien, c'est ça aussi qui rend possible ce genre de projet et j'en suis vraiment très fière du travail accompli, fière d'avoir réussi en cette année 2024 malgré tous les autres projets qui étaient en cours, avoir réussi à sortir ce deuxième ouvrage, donc vraiment... Merci à vous, c'est aussi possible grâce à vous parce que mon premier livre est toujours numéro 1 des ventes aux éditions Saint-Rémy, tout titre confondu, c'est le livre qui a été le plus vendu sur leur site depuis sa sortie. Donc un immense merci pour votre confiance et c'est ça aussi qui a permis de rendre possible la publication de ce deuxième livre et j'en suis vraiment très heureuse. J'ai hâte que vous puissiez le commander, l'avoir dans vos mains, le lire, me faire vos retours. Vraiment, j'ai hâte. Et aujourd'hui, je vais un peu vous présenter le contenu, le sujet et comment un petit peu la genèse, on va dire, de ce livre. Donc le premier s'intitulait La féminité, moyen d'apostolat et il s'agissait de réflexion par rapport à la décence vestimentaire, par rapport à l'importance de notre vêtement, les 3 filtres un petit peu que ces vêtements doivent passer, le filtre du beau, du bien, du vrai, et toute la perspective catholique autour de ces tenues vestimentaires. Et bien entendu, on avait aussi abordé un petit peu le sujet de l'apostolat. J'avais mis aussi dans ce premier ouvrage pas mal de... Enfin, il y avait une grande bibliographie, il y avait aussi des témoignages, et ça, je sais que ça vous avait énormément plu. Une série de témoignages écrits, tous les témoignages que j'avais déjà reçus depuis le début du blog. Et voilà, mais essentiellement c'était surtout, on parlait un peu de féminité au sens large aussi, mais c'était quand même surtout centré sur le vêtement. Et cet ouvrage était sorti en fin novembre 2020, donc ça fait 4 ans et demi, quasiment 5 ans. Et depuis quelques temps, j'avais déjà l'envie de faire un deuxième ouvrage, parce que vous savez, ma pensée finalement... au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure aussi des podcasts que je vais enregistrer, de toutes les thématiques que je vais travailler pour vous, des articles que je vais rédiger, des conversations que je vais avoir avec les unes et les autres, les échanges, les conférences, etc. Ma pensée ne va pas changer, c'est-à-dire que mes idées vont rester les mêmes. Par contre, ma pensée va mûrir, je pense, d'un certain côté, et elle va s'organiser de façon différente. Par exemple, mon premier livre, c'est vrai que pour en arriver à la naissance de ce premier livre, vous voyez, il s'était déjà écoulé quand même 4 ans depuis le début du blog, parce que j'avais eu besoin de 4 ans pour vraiment mûrir ma pensée, bien l'organiser et dire les choses de la façon la plus claire, la plus fluide, la plus limpide possible, et vraiment essayer d'avoir la pensée aussi la plus complète possible autour de ce sujet. Alors bien sûr, hein, le vêtement, on peut écrire des romans et des romans sur ce sujet-là, donc on pourra toujours ajouter des choses, c'est évident, mais je voulais quand même quelque chose d'assez complet, d'assez construit et d'assez clair, et je pense que enfin, en tout cas, à mes yeux, le résultat était vraiment à la hauteur. Et étant donné le nombre de ventes, je pense que ça confirme aussi que je pense que le résultat était vraiment bien sur ce sujet-là. Et sur le sujet du deuxième livre, donc la féminité dans un sens plus large, pareil, je pense que j'ai eu besoin de ces 4 années, 3 années, pour vraiment me dire que j'avais quelque chose de plus à dire, qu'il y avait quelque chose à faire, à rédiger au sujet justement, de la féminité comme chemin de sainteté. Et c'est voilà, au fur et à mesure d'avoir donné des conférences, d'avoir écrit des choses, d'avoir échangé avec vous, que j'ai décidé de vraiment coucher tout cela sur un papier, enfin sur des papiers, et en faire un livre tout simplement. Alors comment ça se passe dans ces cas-là pour quand on veut écrire un livre? Ça a été un petit peu différent du premier, étant donné que j'en avais déjà rédigé un, que j'avais déjà un éditeur, mais j'ai tout simplement j'ai un peu couché mes idées sur le papier
en me disant un petit peu de quoi j'ai envie de parler, quel va être plus ou moins le contenu du livre, en tout cas son orientation, mais vraiment pas dans les détails. Vous voyez, juste en vraiment quelques phrases. Et j'ai soumis l'idée donc à mon éditeur en lui demandant est-ce qu'il était partant. Voilà, j'avais éventuellement cette idée. Je voulais aller dans telle direction pour un deuxième livre. Est-ce qu'il était partant? Sous réserve évidemment après de lire le manuscrit et d'être d'accord avec ce qui était dedans, hein, bien évidemment. Mais en tout cas sur l'idée générale, déjà lui soumettre, parce que s'il m'avait dit oh, écoutez, il y a déjà beaucoup d'ouvrages là-dessus, on a déjà tel livre qui ressemble dans notre catalogue, etc. Enfin, ça aurait été totalement possible, hein, bien sûr. Mais là, donc évidemment, ça n'était pas le cas. Il était tout à fait partant. Il m'a soutenu dès le départ, donc je le remercie infiniment. Donc le directeur des éditions Saint-Rémy. De toute façon, je vous mettrai les liens pour leur site dans la description de ce podcast. Et donc après, à partir de là, il fallait passer à la rédaction. Mais avant la rédaction, pardon, c'est plutôt il faut d'abord construire l'ouvrage, on va dire. Parce que moi, j'ai de toute façon des tonnes de choses à dire, hein, vous me connaissez. Je parle beaucoup en podcast, en article, etc. Je pense que j'ai quand même une productivité assez grande. Mais l'idée, c'est vraiment de dire des choses intéressantes, de bien les construire, d'avoir un ouvrage qui est logique, de ne pas partir dans tous les sens. Enfin, bon, donc j'ai un petit peu commencé déjà à avoir comme un plan, on va dire, pour mon livre. Moi, en tout cas, c'est ma façon de travailler. Je sais pas comment font les autres auteurs, mais moi, ma façon, c'est vraiment d'avoir bien sûr une idée générale, mais ensuite de mettre un petit peu déjà des titres pas des titres définitifs, mais un peu des idées de chapitres ou de thématiques. Et ensuite, à partir de là, une fois que je suis sûre de moi, que je me dis, allez, c'est logique, c'est bien, c'est complet, ça va bien avancer, ça va bien se dérouler dans l'ouvrage, hop, là, je commence vraiment la rédaction. Quitte après à changer encore un petit peu l'ordre des chapitres ou certains titres, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai une amie, Marion, une amie universitaire, qui m'a beaucoup aidée, notamment pour tout ce qui était justement cette construction du livre. Donc j'ai vraiment couché mes idées sur le papier, elle en a ajouté certaines autres. Et puis après, on a beaucoup échangé, beaucoup discuté. On s'est fait des tonnes et des tonnes de vocaux sur WhatsApp pour vraiment discuter justement de cette construction de l'ouvrage et de la meilleure façon de faire enfin, le meilleur plan possible, le meilleur cheminement possible pour que les lecteurs soient vraiment partent d'un point A et arrivent à destination avec nous. Et donc voilà, je la remercie pour son aide et pour sa générosité, pour toute la collaboration qu'on a pu avoir pour la construction et la rédaction de cet ouvrage. Vraiment, merci infiniment Marion. C'était un très beau projet. Et moi qui ai l'habitude, c'est vrai, très souvent, je suis toute seule sur mes projets. Vous le savez, sur mon entreprise Femme à part Collection. Je suis seule pour le blog aussi. Alors Femme à part Collection, ça commence à évoluer puisque maintenant il y a toute une équipe qui se constitue, mais globalement toutes les grandes décisions, etc. Je les prends seule. Et mon premier ouvrage, je l'avais écrite seule aussi. Bien sûr, j'avais reçu des conseils, je l'ai fait relire par plusieurs personnes, etc. J'avais modifié certaines choses. D'ailleurs, mon premier livre, je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'en avais rédigé un. Et suite au retour que j'avais eu d'une personne, j'avais tout rédigé. Donc vraiment, je prends en compte les différents retours. Je ne suis pas seule complètement, mais c'est vrai que là, sur cet ouvrage-là, c'était très agréable d'être avec quelqu'un, de pouvoir échanger. D'avoir un petit peu du répondant, de remettre en question mes choix, les thématiques que je voulais aborder, etc. Donc vraiment un immense merci à Marion, encore une fois, pour sa précieuse collaboration pour ce deuxième ouvrage que je sors. Et puis ensuite, c'était la partie rédaction. Ça, en général, c'est assez facile pour moi. Je rédige, j'ai les idées assez claires. Et puis, au fur et à mesure, viennent des idées. J'essayais aussi de trouver des exemples en ligne, de retrouver des choses assez parlantes, en fait. Je sais que ça a vraiment un impact sur vous quand il y a certaines citations, certains exemples concrets, quand on parle de la façon dont la femme est vue aujourd'hui par les féministes, par exemple, ou par la société actuelle. On peut faire des grandes théories, mais c'est intéressant aussi d'avoir vraiment des exemples concrets de choses qui se sont dites, qui se sont passées, etc. Donc j'ai aussi, en plus de rédiger, voilà, j'ai essayé de trouver vraiment des exemples actuels.
Et voilà, la rédaction, je ne saurais pas trop vous dire combien de temps ça a pris, mais globalement, j'essayais vraiment d'être assidue et de me dire, allez, aujourd'hui, j'écris un chapitre. Enfin, vous verrez, hein, c'est des petits chapitres. Et en tout et pour tout, je pense que si on met en fait, je pense que c'est plutôt la partie construction, plan de l'ouvrage, etc. C'est peut-être ça qui a mis le plus de temps. La rédaction en tant que telle, moi je dirais une trentaine de jours peut-être. C'est pas un ouvrage très épais, hein. Il est un peu plus épais que le premier. Il fait 130 pages à peu près. Mais, euh, mais voilà, c'est facile à lire et c'est ce que j'aime. Enfin, je vous le dis souvent quand je présente des livres, mais voilà, c'est les petits chapitres, le fait qu'on puisse s'arrêter de façon logique, qu'on n'ait pas un trop gros bloc à lire d'un coup, parce que je sais que parfois tout le monde n'a pas le temps de lire pendant des heures et des heures d'affilée. Donc moi je trouve ça assez pratique. On peut le lire aussi d'un trait, mais on peut aussi facilement lire petit chapitre par petit chapitre. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et voilà. Et puis après la rédaction finale, il s'agit de tout relire, j'allais dire d'un seul coup, parce que quand on rédige, on fait un chapitre, un autre, etc. Après, il s'agit de tout relire comme un livre, voilà, vraiment terminé. Et puis de corriger les fautes, évidemment, au fur et à mesure. Alors, vous avez beau relire 3 fois, 4 fois, 10 fois, il y a un moment, il y a des fautes qui sautent aux yeux, mais des coquilles, hein, vraiment des fautes de frappe. Et on se dit, ah, c'est quand même la troisième fois que je relis, c'est seulement maintenant que je vois que c'est ER au lieu de E accent aigu, quoi. Alors que, bon, c'est vraiment des coquilles, hein, je les connais, les règles de grammaire, mais bon. Et une fois que tout est vraiment à peu près finalisé, j'ai fait relire. J'ai fait relire ma tante, que je remercie parce que peut-être qu'elle m'écoute, qui est très très forte pour bien repérer toutes les fautes d'orthographe, toutes les coquilles, etc. Donc je lui ai fait relire à elle pour avoir vraiment déjà une première relecture, ne serait-ce que vraiment voilà, les coquilles, les fautes de frappe. Et ensuite j'ai demandé à un prêtre de le relire pour avoir vraiment son aval. En plus un prêtre qui est assez philosophe, j'allais dire, et très très carré au niveau, ouais, de la philosophie, de la théologie, et ça permet d'avoir un ouvrage qui est vraiment, euh, je vais dire, qui est vraiment nickel de tous les points de vue, parce que parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on... Alors, je vais pas dire qu'on écrit des hérésies, mais parfois, sans m'en rendre compte, je pense, je dis des choses, il faudrait que je vous trouve des exemples. Qu'est-ce qui a été corrigé, par exemple? C'est vraiment des... Bah, par exemple, il y avait un passage sur la prière, la vie spirituelle, la prière, et à un moment, il y a une phrase qui disait que... alors je sais plus quelle était la phrase exactement, mais disait que voilà, ça nous permet de, d'accomplir le premier but de la prière qui est... Après, je sais plus ce qui avait été marqué, mais c'était pas faux. C'était c'est un des buts de la prière. Ah oui, je crois que c'était les demandes, exposer nos demandes à Dieu. Et ben, typiquement, moi je pense pas à mal quand j'écris ce genre de choses, mais typiquement ce prêtre corrige de façon très précise et dit non, c'est pas le premier but, c'est un des buts, c'est vrai, c'est pas faux de dire que c'est un des buts de la prière, mais ça n'est pas le premier c'est l'adoration divine. Bon, vous voyez, c'est des petits détails comme ça, c'est pas des choses où moi quand je rédige je pense pas à mal, évidemment j'ai pas envie de dire une hérésie ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un ouvrage qui est vraiment impeccable à tous les points de vue, sur certaines citations de l'écriture sainte par exemple, de ne pas dire, parfois c'est vraiment des petits détails, hein. C'est vraiment, vous voyez, dire ah, la Samaritaine était choquée. Non, c'est plus exact de dire qu'elle était surprise, en tout cas avec tous les éléments qu'on a dans les Écritures saintes. Vous voyez, parfois ça tient vraiment à des petites choses que peut-être même vous ne remarqueriez pas ou qui ne vont pas vous faire perdre la foi a priori. Mais moi, je tenais vraiment à ce que mon livre soit impeccable, comme le premier, c'est-à-dire que personne ne puisse reprocher une mauvaise formulation, quelque chose de trop approximatif, etc. Donc cette deuxième relecture a peut-être été la plus longue parce que je pense que ça prend du temps quand on veut vraiment repérer potentiellement tout. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des inexactitudes, hein. Parfois, il y avait des fautes un petit peu plus grandes que je n'avais pas fait exprès, bien sûr. Mais voilà. Et puis, ça permet à chaque fois, que ce soit la relecture auprès de ma tante, auprès de ce prêtre, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur sur l'ouvrage, sur ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, ce qui est mal formulé, ce qu'il faudrait reprendre, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Et puis, ensuite, bien sûr, une fois que les relectures étaient faites, il s'agissait de le faire passer à l'éditeur.
et de tout vérifier, faire une dernière relecture, se mettre d'accord sur tout. Et puis là, c'est la phase que l'on vient de passer au moment où j'enregistre ce podcast. Comme ça, vous saurez exactement un petit peu ce qui s'est passé vraiment dans la chronologie. Donc là, le manuscrit final vient d'être validé. Donc en fait, ça c'est un gros travail du côté de l'éditeur. C'est-à-dire que moi, bon, j'ai quand même un document Word qui est propre, qui est voilà, c'est pas un brouillon non plus, c'est à peu près propre. Mais vous voyez, les polices sont pas forcément les mêmes partout, les espacements sont pas les mêmes partout, les notes de bas de page c'est pas toujours cohérent. Parfois je les mets entre parenthèses, parfois je les mets en notes de bas de page, etc. Bon, et voilà, il y a des petites choses comme ça, mais ça c'est un gros travail de l'éditeur de vraiment tout mettre en page, de tout vérifier, de faire le même type de paragraphe, le même type d'espacement, le même type de titre, etc. Et une fois que c'était fait, donc ça a été soumis à ma validation. Là, j'ai rien modifié, j'ai tout validé. J'ai juste demandé des petites modifs, mais plus au niveau de la mise en page au début du livre, donc vraiment rien de très important. Et puis ensuite, on discute par rapport au titre, à la couverture du livre. Donc j'ai fait 2 propositions de couverture, parce que c'est le genre de truc qui m'amuse énormément. C'était moi aussi qui avait fait, j'avais fait la suggestion pour les photos. Alors j'avais pas fait la suggestion pour la mise en page en soi de la couverture de mon premier livre, mais j'avais suggéré des photos que mon éditeur avait beaucoup aimé, qu'il avait mises donc en couverture et en 4e de couverture. Et c'était lui qui avait trouvé vraiment la police d'écriture, tout ça. Et cette fois-ci, c'est moi qui me suis amusée vraiment à choisir, enfin amusée. Oui, je dis amusée parce que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. Je me suis amusée à lui proposer 2 couvertures avec 2 photos, et puis c'était des photos d'ailleurs qui avaient été prises pour les shootings des collections Femme à part, des collections de robes, et qui ont été prises par Claire, ma super photographe, et que je remercie aussi. Je la remercie pour tout son travail. Bon, c'est plutôt pour la collection, mais je sais qu'elle est fière parce que je lui ai montré la couverture du livre et elle m'a dit « Il faut absolument que j'ai ce livre chez moi. Je veux pouvoir montrer à tout le monde que c'est moi qui ai pris la photo qui est sur la couverture de ton livre. » Donc elle est fière de son travail et elle a raison. Je suis extrêmement fière du travail que l'on accomplit ensemble toutes les deux, plutôt pour la partie de la collection, mais j'en profite pour la remercier ici. On forme vraiment une super équipe. Elle est très loyale, elle est... Enfin, vraiment très, très professionnelle, très créative, elle a beaucoup d'idées. On forme vraiment un super duo toutes les deux, donc je la remercie pour cette belle photo qui sera donc sur la couverture du livre. Et donc moi j'ai fait 2 propositions à l'éditeur avec 2 photos différentes, avec une certaine police d'écriture, etc. Et donc il en a retenu une des 2, et puis ensuite c'est lui qui s'est occupé de faire vraiment la maquette finale. Moi je lui ai donné les éléments séparément, hein. J'avais donné un exemple de couverture, mais voilà, il l'a bien refaite avec... les photos, les polices, etc. C'est lui qui a rédigé la 4e de couverture que je vais vous lire. Et puis, bah voilà, c'était vraiment, je crois qu'on en est à ce moment-là. Enfin là, il vient de m'écrire ce matin. Hier, donc c'était la validation de la couverture, de la 4e de couverture, enfin à la fois du texte et à la fois de la maquette. Et puis ce matin, c'est bon, il m'a dit qu'il avait envoyé à l'imprimeur et que normalement d'ici 2 semaines, le livre allait être imprimé. Donc j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. Je ne l'ai pas encore, mais je sais qu'il sera vraiment identique au précédent. On avait la possibilité de faire par exemple une couverture rigide, de faire des petits, comment ça s'appelle, des petits rabats sur la couverture, mais j'ai choisi de faire vraiment comme le premier livre, c'est-à-dire une couverture souple, pas de rabat. Et donc voilà, il sera juste un petit peu plus épais pour celles qui ont déjà mon premier livre. Vous le saurez, c'est au format A5, couverture souple, petit chapitre comme je l'ai dit précédemment. Alors, bon, je m'avance pas trop parce que je pense qu'on n'a pas encore le prix final de l'imprimeur. Normalement, il devrait coûter 12 €, donc 2 € de plus que le précédent, mais ça reste un prix tout à fait raisonnable. Mais donc voilà, sous réserve de, en principe, ça sera autour de 12 ou 13 € peut-être. Et vous pouvez le commander bien sûr sur le site des éditions Saint-Rémy directement. Il sera a priori sur toutes les autres bonnes librairies, notamment Livres en Famille, Chiré, etc. Donc vous pourrez le retrouver. Enfin non, vous pouvez, parce que normalement si je publie ce podcast, c'est que le livre est sorti. Mais je vous mettrai les liens en barre d'informations, comme ça vous pourrez le trouver. Et puis facilement. Et bien entendu, si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, c'est comme pour mon premier livre, il faut vraiment me faire des demandes à moi, puisque que ce soit Livres en Famille, Chiré, les éditions
Saint-Rémy, ils n'ont pas d'exemplaires dédicacés chez eux. Donc si vous voulez une dédicace, il faut vraiment m'écrire un mail, thérèse@femmapart.com. L'adresse mail, je vous la mets également dans la description de ce podcast. Et puis, vous me demandez et je vous écrirai une dédicace avec grand plaisir. Il faudra directement acheter le livre auprès de moi, du coup. Ou alors, si vous l'avez déjà acheté par ailleurs, n'hésitez pas, vous m'envoyez votre livre, je vous le dédicace et je vous le renvoie. C'est possible également. Et puis, de toute façon, je l'emmènerai avec moi pour les conférences, pour les différents événements qui pourront arriver. Ou si vous commandez, par exemple, des robes sur la boutique et que vous voulez que je glisse le livre dans le même colis pour ne pas payer 2 fois des frais de port, n'hésitez pas à me le signaler aussi, c'est tout à fait possible de s'arranger pour grouper un petit peu les commandes, ou si vous voulez justement faire une commande groupée pour une école ou un prieuré ou peu importe, n'hésitez pas à me le demander. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous expliquer sur la genèse de cet ouvrage, tout le déroulement, tout ce qui se passe un petit peu en coulisses. Et puis pour vous dire peut-être un petit peu plus sur, parce que je vous ai juste dit que c'était sur la féminité de façon générale. Donc le titre exact c'est La féminité, chemin de sainteté. Et le sous-titre, pareil, c'était aussi pour faire un titre qui était un peu en miroir avec celui du premier livre qui était La féminité, chemin d'apostolat. Donc la féminité, chemin de sainteté, moyen d'apostolat, pardon, et là, chemin de sainteté pour ce deuxième ouvrage. Et le sous-titre est le suivant, réflexion pour redevenir ou devenir, redevenir femme et rayonner au quotidien. Là vraiment, je suis persuadée moi que les femmes ont tout ce qu'il faut en elles pour s'épanouir et pour faire de grandes choses, mais il leur faut un petit ou un grand coup de pouce, des encouragements et au milieu de tout ce brouhaha du monde et de tout ce que nous dit le féminisme, la société, etc. C'est un peu difficile parfois de s'y retrouver, de faire son chemin et de comprendre comment être vraiment féminine et en quoi le fait d'être féminine va nous aider aussi à devenir sainte. Donc moi, c'est vraiment l'objectif de ce livre, c'est vous montrer que la connaissance de vos spécificités féminines vous conduira premièrement à l'épanouissement personnel. Ça, c'est évident pour moi. Vous serez beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, rayonnante. Ça, c'est évident. Et que en même temps, cette connaissance et cette mise en œuvre de nos spécificités féminines va aussi contribuer évidemment à la gloire de Dieu et donc au salut du monde et de la société. Rien que ça. Et oui, nous avons une grande mission. Elle est immense cette mission et c'est chacune à notre échelle. Et peut-être qu'on va pas toutes faire des choses extraordinaires comme Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte Thérèse de Lisieux, mais en attendant, en nous sanctifiant au quotidien en tant que femmes, c'est évident qu'on va faire beaucoup de bien autour de nous. Sous le regard du bon Dieu évidemment et pour sa gloire en tout premier. Maintenant je vais vous lire la 4e de couverture qui a donc été rédigée par le directeur des éditions Saint-Rémy, comme ça vous en saurez un petit peu plus et puis après je vous lirai la table des matières. Thérèse de Femme à part pose les vraies questions à chacune des femmes d'aujourd'hui qui seraient tentées par les sirènes du féminisme que la société moderne ne cesse de propager par tous les médias. Radio, télévision, cinéma, magazines, romans, éducation nationale, tous unis dans cette guerre contre la féminité telle que conçue par le Créateur. Celui-ci créa en effet la femme pour être une aide semblable à l'homme. Genèse, chapitre 2, verset 20. Le féminisme, qui prône l'égalité entre l'homme et la femme au lieu de la complémentarité, s'inscrit dans le mouvement révolutionnaire de 1789 qui refuse cet ordre créé, base de l'ordre social, puisque la famille est constituée selon un ordre hiérarchique du père, de l'épouse et des enfants. C'est un remarquable tableau de la femme moderne qui nous est présenté par l'auteur sous la forme satirique des 10 commandements féministes, résumant précisément les slogans et les sophismes dans lesquels les femmes sont aujourd'hui engluées. Cette forme d'écriture sera très appropriée pour montrer à celles qui doutent, sans savoir forcément l'exprimer, la bêtise et l'absurdité des mensonges proposés quotidiennement aux femmes. Il sera aussi un bon manuel d'apostolat pour celles qui sont convaincues. Puis le lecteur est emmené dans un contraste lumineux à considérer la beauté et les vertus propres à la féminité, source de joie, de grandeur, de bonheur vrai, de sainteté. Le parallèle entre ces deux mondes si opposés ne peut qu'entraîner l'adhésion des âmes de bonne volonté et faisant bon usage de leur intelligence. Cet ouvrage permettra à chacune soit de garder le bon chemin, soit d'y entrer pour remplir le grand rôle qui lui a été dévolu. Le salut de la société ne se fera pas sans ce retour à la vraie féminité des filles d'Ève.
Voilà pour cette très belle quatrième de couverture. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai écrit le livre. Et pourtant, en lisant cette quatrième de couverture, j'avais l'impression presque de redécouvrir mon livre. C'est pour ça que je me suis dit c'est intéressant d'avoir que quand les gens montrent qu'ils ont un certain enfin, les gens qui lisent avec un certain recul, moi j'ai vraiment la tête dans le guidon, donc c'est vrai que c'est moins évident, mais j'ai trouvé que c'était c'est pas un résumé, mais une belle présentation du livre. Et alors, effectivement, pour la table des matières, donc en premier lieu, la première partie c'est quel modèle pour les femmes. Et la deuxième partie, c'est la féminité, chemin de sainteté. Alors, quel modèle pour les femmes? On a d'abord donc ce que la société veut que nous soyons. Là, c'est un peu le portrait robot de la femme moderne, avec un peu les 10 commandements féministes. Donc, tu seras indépendante, tu seras égoïste, tu seras une victime, tu feras de ton corps ton choix, tu seras extravertie, tu seras une ma fille, tu seras libre, ma fille, tu seras féministe, tu seras laide, tu es parfaite. Et ensuite, dans un chapitre 2, ce que le christianisme apporte à la femme, donc Jésus-Christ et les femmes dans l'évangile, et ensuite le catholicisme appliqué à la femme. Et dans une deuxième partie, donc la féminité, chemin de sainteté, là, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment des parties qui peuvent se lire indépendamment les unes des autres. Le but, c'est pas de donner une recette magique, une recette toute faite, les 10 étapes pour devenir une sainte femme ou une femme catholique ou une femme féminine ou une femme digne de ce nom ou je ne sais quoi. Ça n'est absolument pas une recette magique, ce sont plutôt des pistes de réflexion sur des thématiques qui me semblaient importantes à aborder et après à vous de voir comment vous allez pouvoir les mettre en œuvre dans votre vie, entre guillemets. Je vais vous lire, ça sera plus facile, je vais vous lire l'introduction de la partie 2. Donc nous l'avons vu, ce féminisme qui méprise la féminité est un carcan. Il n'a rien d'une libération puisqu'il consiste en une série de mesures tyranniques qui nient ce que la femme a de spécifique. Au contraire, les enseignements du Christ et de l'Église, quand ils sont mis en œuvre, permettent le plein épanouissement des femmes en respectant sa vocation à la maternité, tout en ne l'y réduisant pas. Les chapitres qui suivent n'ont nulle prétention à l'exhaustivité, ils se veulent simplement des pistes de réflexion en guise d'antidote à l'idéologie anti-femme qui sévit actuellement. Chacune y trouvera, nous l'espérons, des éléments à mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Justement, dans cette deuxième partie, on parle du corps de la femme, on parle de l'intériorité. Plus une femme est sainte, plus elle est femme. On parle de la méditation, enfin de l'oraison selon sainte Thérèse d'Avila, du foyer, de l'élégance, de la communauté, de l'amitié, etc. De la femme forte, du don de soi et du sacrifice, des cœurs libres, est-ce un homme ou une femme, et enfin la féminité sous le voile. Donc vous voyez plein de pistes de réflexion possibles. Je me suis dit que peut-être vous voudriez savoir est-ce que ce livre est à destination des femmes catholiques uniquement ou pas, est-ce qu'il est à destination des hommes, à partir de quel âge, etc. Je pense que comparé à l'ouvrage précédent, enfin je sais pas, moi je dirais qu'à mon avis c'est pas avant 15 ou 16 ans. Peut-être lisez-le de votre côté, mais bon, il y a certaines choses sur le féminisme, forcément c'est pas des choses très jolies. Bon, j'ai quand même essayé de rester soft, hein, je pense pas qu'il y ait des choses très choquantes. Mais bon, le féminisme est choquant par certains aspects, donc peut-être à vérifier avant, lisez-le pour vous faire une idée, mais je pense 15-16 ans, ça peut être bien. Pour les hommes, eh bien, ça leur permet de mieux comprendre peut-être aussi les femmes, le féminisme, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et pour les femmes, évidemment, voilà, vous êtes les premières destinataires de cet ouvrage, n'est-ce pas? Et comme c'est dit sur la quatrième de couverture, ça peut être vraiment pour les personnes qui sont déjà convaincues ou pour les personnes qui sont en train de cheminer, qui se posent des questions, etc. Et au niveau de la foi, alors bien sûr, moi je suis catholique, donc forcément tout est vu sous le prisme de la foi. Après pour moi c'est vraiment du bon sens, notamment tout ce qui est l'analyse des propositions, des mensonges féministes, c'est vraiment le bon sens. Après effectivement, ce que le christianisme apporte à la femme, j'allais dire c'est presque historique, si jamais vous n'êtes pas croyante, voilà, ça montrera tout ce que le christianisme a fait pour rétablir un petit peu peut-être pas la réputation, c'est pas le bon mot, mais remettre la femme à sa juste place, on va dire, et lui redonner toute sa dignité, toute son importance. Voilà, si vous n'êtes pas croyante, j'allais dire à la limite c'est plus historique à voir dans ce sens-là. Et puis après, honnêtement, à part le chapitre peut-être sur l'oraison de sainte Thérèse d'Avila, ça c'est sûr que c'est vraiment typiquement pour les catholiques, mais bon, au pire, ça ne va pas vous faire de mal, j'allais dire. Et puis le reste, bah oui, forcément,
forcément, il y a une connotation catholique dans le sens où, voilà, je suis catholique. Mais ça n'est pas, comment dire, un ouvrage de religion, ça n'est pas une Bible, ça n'est pas une analyse, par exemple, une analyse exhaustive des Saintes Écritures. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, pour moi, beaucoup de bon sens surtout. Et c'est vraiment remettre les choses à plat et, euh, et montrer en fait que la vocation de la femme est belle et qu'il faut arrêter de juste vouloir qu'elle ressemble à un homme, tout simplement. Et puis... que pourrais-je vous dire d'autre sur cet ouvrage? Bah, n'hésitez pas si vous avez des... Je pense que j'ai encore trop la tête dans le guidon et peut-être il y a des choses essentielles que j'oublie de vous dire. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser, à me les donner tout simplement. Et puis j'essaierai d'y répondre en commentaire. Et, euh, et quoi vous dire d'autre? Attendez, je vous ai parlé des gens qui pouvaient le lire, qui ça pouvait intéresser. Ah oui, et c'est dit sur la quatrième de couverture aussi, mais vous voyez, parfois, moi je sais que c'est mon cas, parfois je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou dans tel ou tel ouvrage, ou dans telle chose que nous disent les médias, mais je vais avoir du mal à mettre des mots dessus. Et j'apprécie bien, moi, quand les ouvrages, vraiment, parfois c'est un peu des évidences, on va dire, mais on restructure bien, on redit les choses et on va mettre les choses à plat, quoi. Et moi, je sais qu'en général, j'aime bien ça parce que ça m'aide à clarifier ma pensée. Donc, c'est un petit peu ça dans ce livre. Un peu, on récapitule les, les mensonges féministes pour essayer, pour aussi éviter, enfin, et dénoncer aussi leurs contradictions, etc. Et leurs mensonges pour vraiment un peu démystifier tout ça et puis ne pas tomber dans leur piège tout simplement parce que c'est vrai qu'à force d'entendre certaines choses avec le lavage de cerveau que l'on subit à l'heure actuelle, mais parfois on a du mal à prendre du recul ou à se rendre compte qu'on tombe dans certains pièges. Donc voilà, ça permet de, même si vous êtes déjà convaincu, ça remet un petit peu les choses à plat. Et puis je trouve que quand on regarde les mensonges avec lesquels on va le plus nous bassiner, ou vraiment ce qu'on va nous répéter en boucle, en boucle, en boucle, ça nous montre peut-être, enfin, les plus grands combats féministes peuvent aussi nous montrer les plus grandes choses que la société souhaite attaquer et celles auxquelles on doit accorder le plus d'importance justement si on veut sauvegarder vraiment la féminité, la famille, la société. Donc c'est important de revoir ces choses-là pour ne pas tomber dans ces pièges, mais c'est effectivement aussi important. Et d'ailleurs ce livre, c'est pas, je crois que ça représente peut-être, allez, un tiers du livre, même pas, un tiers ou un quart du livre sur ce portrait robot de la femme moderne, on va dire. Mais après voilà, c'est des choses positives, lumineuses et pour nous donner envie d'être vraiment des femmes et de rayonner au quotidien. En tout cas, je suis vraiment extrêmement fière de sortir ce deuxième livre. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est très important pour moi de savoir concrétiser mes idées et mes projets dans des choses vraiment concrètes. Vous voyez, que ce soit ce deuxième ouvrage, que ce soit la collection de vêtements. C'est pas juste des paroles en l'air. C'est pas simplement parler, parler, blablater et puis euh, ne rien construire. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment important aussi de faire des choses durables et, et qui restent et qui permettent, comme je disais au début, hein, ça permet de vraiment structurer sa pensée, d'aller à l'essentiel et d'avoir des vrais projets, euh, pas juste comme les youtubeuses ou les influenceuses à l'heure actuelle, même dans le monde catholique, hein, qui ont beaucoup, beaucoup de belles paroles, euh, mais voilà, où les projets ne vont pas forcément aboutir plus loin que cela. Donc je suis très fière de ce deuxième ouvrage. Encore une fois, j'espère qu'il vous plaira. La féminité, chemin de sainteté, aux éditions Saint-Rémy, et qui devrait, au moment où vous écoutez ce podcast, normalement, cet ouvrage est sorti ou va sortir très bientôt. Merci en tout cas pour votre confiance, merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que mon premier livre est toujours numéro 1 des ventes 4 ans et demi après sa sortie. J'espère que vous réserverez un accueil aussi génial pour ce deuxième ouvrage. Tous les liens sont dans la description de ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.